je pense qu'il y a deux portes, deux façons de voir les choses. Soit on envisage la douleur chronique dans un contexte de précarité ou la précarité dans un contexte de douleur chronique, et au final, on va voir que le lien de causalité entre les deux, il n'est pas si simple que ça. En tout cas, il n'a pas vraiment été étudié. Et donc, moi, je tenais à vous parler du renoncement aux soins pour raisons financières, entre autres, qui a été mon sujet de thèse d'exercice en 2019, après mon passage au Centre d'évaluation et de traitement de la douleur du CHU de Nantes. Voilà. Donc là, ça m'intéresse de discuter avec vous. Je pense que, contrairement à d'autres thématiques assez structurées, qui relèvent de recommandations, en fait, je pense que le sujet qu'on va aborder là, moi, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Et je vois ça plutôt comme un échange, parce qu'évidemment qu'il n'y a pas de recommandation sur comment bien prendre en charge un patient ou une patiente en situation de précarité ou de vulnérabilité. En fait, quand on parle de douleur chronique en médecine générale, mais en fait en médecine de premier recours, en soins de premier recours pour des patients en situation de précarité, en fait, on va être à l'interstice, à l'intersectionnalité entre toute la subjectivité de la douleur chronique, avec toute la complexité de la douleur chronique, bien évidemment, et aussi de la médecine générale, des soins de premier recours. Donc le difficile équilibre entre les recommandations officielles et la vraie vie, entre la prise en charge, la prise en soins centrée sur les patients et la prise en charge globale, et puis évidemment les questions autour des vulnérabilités psychosociales, que je préfère un petit peu au terme de précarité. Mais justement, c'est intéressant de s'intéresser à la définition de la précarité, donc qui a été proposée par Brzezinski en 87, et qui en fait résume assez bien les choses et admise comme la définition, en tout cas en France. Donc la précarité correspond à l'absence d'une ou de plusieurs des sécurités qui permettent aux personnes et aux familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. Donc là, on parle des besoins primaires. On parle d'avoir un toit pour se loger, de se nourrir, de pouvoir avoir une hygiène corporelle correcte, mais aussi de pouvoir accéder à des soins. Et donc, je fais vraiment j'insiste sur la différence avec la pauvreté. Bien sûr qu'on peut être en situation de précarité et en situation de pauvreté, mais c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que la précarité, c'est pas juste ne pas avoir d'argent. La précarité, c'est ne pas forcément être entouré, ne pas avoir des ressources suffisantes pour avancer dans son parcours de vie, dans son parcours de soins. Ne pas avoir accès à la culture, ne pas avoir accès à un environnement social qui permet d'accéder à un bien-être. Et évidemment, la précarité, il y a des conséquences multiples, et pas seulement sur le plan financier, mais sur le plan systémique, familial, social, professionnel, et bien évidemment physique et psychique. Donc j'insiste sur la différence avec la pauvreté. La pauvreté, c'est être pauvre à Bangkok, c'est pas pareil que d'être pauvre à Paris, ou que d'être pauvre dans la Creuse, ou que d'être pauvre à San Francisco. Et du coup, c'est plutôt une norme, la pauvreté, alors que vraiment la précarité, ça rejoint aussi la notion de subjectivité qu'on retrouve très bien en douleur chronique. Donc le renoncement aux soins, donc c'est une définition socio-anthropologique. Caroline Després ou Varin ont beaucoup bossé sur cette question-là. En fait, on parle de besoins de santé non satisfaits. Donc en fait, les patients, ils renoncent aux soins à partir du moment où ils n'accèdent pas à la totalité des soins, ou aux soins, alors même qu'ils ressentent un désordre corporel ou psychique, et ils ressentent le besoin d'accéder à ces soins. C'est pas pareil que le non-recours aux soins, parce que le non-recours aux soins, et donc ça concerne aussi
ça concerne les patients souffrant de douleurs chroniques, mais ça concerne nous aussi, parce que j'y reviendrai souvent. On dit souvent, le patient, ils n'honorent pas les prescriptions, il n'est pas allé à la kiné, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Et en fait, c'est aussi comment on différencie pas beaucoup le non-recours, de la non-adhésion, du renoncement, etc. Donc c'est important de faire cette différence-là. Donc le renoncement aux soins pour raisons financières, c'est vraiment un indicateur de suivi et d'évaluation des performances du système de soins. Et il a été beaucoup étudié dans les enquêtes santé-protection sociale, qui sont des enquêtes qui ont été faites, si mes souvenirs sont bons, tous les 4 ans. Mais je crois que la dernière date de 2012. Et donc on voit dans ces études qu'en population générale, il y a à peu près 10% de la population qui renonce à des soins pour raisons financières. On peut renoncer à des soins pour d'autres raisons que celle-ci. Donc la douleur chronique, j'y reviens pas, je ne vais pas vous apprendre d'ici ce que c'est une douleur chronique, mais voilà, je pense que c'est important aussi d'avoir en tête que comme ça repose sur un modèle biopsychosocial et sur une prise en soins pluriprofessionnelle, forcément que ça va intégrer les vulnérabilités psychosociales que peuvent présenter les patients. Et donc la douleur chronique a évidemment un impact financier individuel, mais aussi sociétal, avec l'enjeu autour du bien-être psychique et social, mais aussi de l'activité professionnelle. Et donc au final, le renoncement aux soins chez les patients souffrant de douleurs chroniques, il a été très peu étudié dans la littérature. Si on regarde un peu les travaux, déjà ils sont anciens, et puis ils parlent surtout de non-adhésion. On y reviendra. Donc j'avais réalisé ma thèse en 2019 auprès des patients et des patientes qui étaient hospitalisés en hôpital de semaine au centre d'évaluation et de traitement de la douleur du CHU de Nantes. Et donc l'objectif principal, c'était d'étudier la prévalence du renoncement aux soins pour raisons financières. On avait des objectifs secondaires et donc un de ceux-là, c'était d'évaluer le niveau de précarité des patients inclus. Et donc on s'était basé sur un score qui s'appelle le score EPIS, qui est un outil validé nationalement, qui est très utilisé, mais alors je pense qu'il correspond plutôt bien aux patients en l'occurrence du CETD. Si en tout cas moi je l'appliquais dans ma pratique en Seine-Saint-Denis, là par contre il conviendrait plus du tout, parce que il questionne, dès qu'on va dans un contexte de grande précarité, on voit bien que ce score est moins pertinent. Et donc, il y avait 162 patients inclus. Et donc, au final, 41% à peu près des patients avaient déclaré un renoncement aux soins pour raisons financières dans les 12 derniers mois. Donc ce qui est beaucoup plus que ce qui avait été montré en population générale dans les enquêtes santé-protection sociale précédentes. Donc je rappelle à peu près 10%. Donc c'était les femmes, les patients âgés de moins de 65 ans, ceux et celles en situation de précarité et ceux et celles sans affection de longue durée qui renonçaient davantage à des soins pour raisons financières. Et les patients souffrant de céphalée chronique et de fibromyalgie renonçaient également davantage. Donc ça, c'était via une analyse multivariée, donc ajustée aux variables. Et donc parmi les patients inclus, le niveau de précarité, il était aussi très très élevé, de l'ordre de à peu près 45-46%. Et donc en population générale, alors c'est toujours un peu compliqué parce que la précarité, c'est une définition qui est également un peu socio-anthropologique quand même, et c'est pas comme la pauvreté. Et donc globalement, on a un peu du mal à évaluer en France combien de personnes sont en situation de précarité, parce que c'est pas juste se questionner sur les revenus des personnes. Donc cette étude, elle avait aussi montré qu'en fait les thérapies complémentaires avaient fait davantage l'objet d'un renoncement aux soins. Alors on voit qu'en premier lieu, c'est le suivi psychologique. Donc moi, ça m'avait un peu alarmée, parce que je trouve ça quand même assez dingue que du coup, en souffrant de douleurs chroniques, ce qui rejoint aussi la question de souffrance, on ne puisse pas avoir accès en France à un suivi psychothérapeutique adapté. Voilà. Donc c'était à peu près 16%, 17% des patients. Et donc on voit que l'acupuncture, l'hypnose, la relaxation, la sophrologie, l'ostéopathie,
était aussi dans les premières thérapies auxquelles renonçaient les patients. Alors le biais, c'est que dans cet hôpital de semaine, les patients avaient accès à ces soins, pouvaient en faire l'essai. Et donc forcément, une fois sortis de cet hôpital de semaine, c'était plus compliqué à mettre en œuvre. En médecine générale, alors en soins de premier recours, la douleur, tout motif et toute cause et temporalité confondue, c'est le premier motif de recours au service d'urgence et de consultation chez un médecin généraliste. Ça, c'était une étude qui date de 2017. Les priorités et les attentes des patients, elles sont majoritairement différentes des nôtres, bien évidemment. Sans entrer dans les idées reçues, je pense que quand des patients cumulent des facteurs de vulnérabilité psychosociale et donc rencontrent des situations de précarité, leur niveau de littératie en santé, donc leur capacité à comprendre les messages de prévention et autour de la santé sont différents des nôtres. Et donc, ce qu'on va projeter sur le patient va être capital et les attentes du patient sont aussi importantes à questionner. Et donc, bien évidemment, ça questionne aussi les représentations et la symbolique autour de la douleur chronique et du symptôme. Alors, je travaille beaucoup avec des patients et des patientes exilés. Donc ça rejoint aussi évidemment la notion de la transculturalité, mais il faut aussi questionner nous quelle représentation et quelle symbolique on met autour du symptôme pour pas la projeter sur le patient et pour pas l'enfermer dans notre représentation. Et en fait, quand on va aussi s'exprimer, les termes qu'on va utiliser, j'y reviendrai, sont aussi importants. Un exemple, on parle souvent nous de la tête. Et dans certaines cultures, c'est le cœur. Et du coup, c'est important parce que du coup, la tête ou le psychologue, ça veut rien dire pour certains patients, et je parle pas seulement des patients exilés. Et du coup, c'est important de questionner la façon dont on va aborder les choses et de questionner aussi qu'est-ce que ça veut dire pour les patients qu'on rencontre dans notre quotidien d'avoir mal. Et donc, j'en parlais tout à l'heure, la non-adhésion, le non-recours, le renoncement aux soins, c'est pas pareil. Et donc, la première des choses à faire, c'est de se questionner. Ça a été une des premières choses que j'ai entendues ce matin, se poser des questions. Et j'y reviendrai aussi. Je pense que c'est important toujours de se poser la question de dans quel registre le patient il est quand il n'a pas réalisé les soins qu'on lui a prescrits. Donc la douleur chronique et la précarité. Donc moi, je me suis vraiment demandé dans quel sens ça allait. Est-ce qu'au final, la douleur chronique génère plus de précarité, probablement, mais ça n'a pas été étudié. Et à l'inverse, est-ce que les patients précaires présentent plus de douleurs chroniques que les autres, sachant que pour d'autres, alors la douleur chronique en soi, c'est pas une maladie puisque ça peut être secondaire à différentes maladies, mais le lien entre la précarité et les maladies chroniques, il a été établi, il a été étudié, et donc ça serait très intéressant de pouvoir mener des études dans ce sens, spécifiquement pour la douleur chronique. Et donc la littérature assez pauvre et qui étudie surtout l'abandon en fait des soins et pourquoi les patients à un moment donné ont abandonné un parcours thérapeutique. Donc en pratique, se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a déjà eu des situations de renoncement aux soins ? Est-ce qu'il y a des facteurs de vulnérabilité psychosociale ? Et donc ça dépasse la notion de revenu, mais ça peut aussi vouloir dire est-ce que le patient il a des ressources extérieures psychosociales, donc est-ce qu'il a quelqu'un vers qui se tourner ? Est-ce que si jamais il perd son travail, est-ce qu'il a quelqu'un et qui perd son loyer, son hébergement, est-ce qu'il a quelqu'un qui pourrait l'héberger, etc., etc. Donc c'est vraiment plus large que la simple notion financière. Donc je l'ai déjà dit, différencier l'adhésion à un protocole de soins et l'alliance thérapeutique. Ne surtout pas faire l'amalgame entre le renoncement et le non-recours. Quand le patient il vous dit qu'il n'est pas allé voir le kiné ou que en fait c'était beaucoup plus simple pour lui de prendre des paliers 2 que d'aller marcher,
Je trouve ça intéressant d'aller questionner, mais c'est pas spécifique aux patients précaires, évidemment qu'il faut le faire avec tous, et c'est pas une spécificité des patients en situation de vulnérabilité psychosociale de pas aller au bout d'une prescription, mais en tout cas c'est intéressant de questionner ça. Et donc l'effet seuil, juste quelques mots. Donc en France, on a un système qui permet à des personnes qui n'ont pas des revenus assez importants d'avoir accès à la complémentaire santé solidaire, anciennement CMUC et ACS. Et ça fait déjà quelques années, du coup je m'en souviens plus de ce, mais accès à la complémentaire santé. Et en fait, les patients qui gagnent juste au-dessus du seuil pour avoir accès à cette complémentaire, mais qui ne gagnent pas assez pour payer une complémentaire eux-mêmes, et ben du coup, en fait, ils se retrouvent dans des situations où ils vont renoncer à des soins parce que ils ne peuvent pas être éligibles pour une complémentaire non payante, et en même temps, ils n'ont pas les moyens de se payer une complémentaire. Et en fait, alors, bien sûr, je pense qu'on voit tous et toutes des patients peut-être de strates sociales différentes, mais en tout cas, c'est quand même assez fréquent. Bon, questionner les représentations autour de la douleur, celles autour du corps, et effectivement de la dimension physique et de la dimension psychique. Moi, quand je dis à mes patients, quand j'essaye de leur expliquer autour notamment des douleurs d'origine, qu'on dit d'origine fonctionnelle, en tout cas où il n'y a pas de maladie organique identifiée, c'est très très compliqué. Et donc, en fait, au final, peut-être que ça impacte leur façon de vivre la douleur, leur façon de l'exprimer, et nous aussi ça impacte notre façon de l'entendre et de l'analyser, et donc forcément l'accompagnement qu'on va leur proposer. Et donc effectivement l'impact de la culture, pour ceux et celles qui rencontrent des patients migrants, je pense qu'on en est tous conscients. Attention quand même au piège du culturalisme. Je me souviens que j'entendais beaucoup parler du syndrome méditerranéen, par exemple. Et en fait, le syndrome méditerranéen, donc, pour celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est le fait qu'on impute aux personnes originaires d'Afrique du Nord d'arriver avec tout un tas de symptômes qui veulent à peu près rien dire, et d'être dans la plainte multiple. Et en fait, peut-être que si on recontextualise, peut-être que c'est des personnes à qui on a aussi dit qu'en fait, elles n'avaient pas le droit d'exprimer leur souffrance, qu'elles n'avaient pas le droit d'exprimer leur douleur, et qu'à un moment donné, forcément, ça pète. Et donc que ces personnes-là, au moment où elles arrivent et elles nous déposent tout ça, peut-être que c'est le moment où elles s'autorisent à le faire, alors qu'en fait, ça fait longtemps qu'on leur dit, et c'est pas leur culture, c'est pas leur religion, c'est pas leur pays qui leur dit de pas le faire. C'est la construction sociale dans laquelle ils ont vécu et ils ont grandi. Donc le niveau de littératie, je pense que c'est important pour adapter notre discours, évaluer le niveau de littératie des patients, c'est important pour adapter notre discours, nos prescriptions et nos projections thérapeutiques. Donc, est-ce qu'il a les moyens financiers, mais aussi matériels, d'accéder à ce que je suis en train de lui prescrire? Moi, je reviens encore sur la population d'Afrique du Nord, les mamans qui ont des douleurs souvent assez complexes, et en fait, on se rend compte que dans leur journée, elles n'arrêtent pas. Et donc, en fait, quand je leur parle de l'activité physique, mais elles ont juste pas le temps. Elles ont pas le temps. Elles doivent emmener les enfants à l'école, faire le ménage, faire la bouffe, machin, aller rechercher les enfants à l'école. En fait, leur journée, elle est déjà pleine. Donc, en fait, caler de l'activité physique dans cette journée-là, en fait, c'est plus compliqué que ce qu'on le pense. Et je parle des femmes maghrébines parce que c'est la population avec laquelle je suis en contact, mais je doute pas que des femmes nées en France, de parents également nés en France, ce soit la même situation dans laquelle elles se retrouvent. Et donc, quelles sont les priorités? Est-ce que la priorité pour la personne, c'est de manger, ou est-ce que la priorité, c'est d'aller faire de la kiné? Et ça, c'est important, parce que du coup, je ne vous l'ai pas remise là, mais je pense que c'est important aussi de se dire, voilà, sur l'échelle de Maslow, qui est une échelle où on représente un petit peu les besoins de la personne, et en même temps, du coup, ses priorités. Est-ce qu'il est au niveau en mode survie? Est-ce que la personne, sa priorité, c'est de trouver de l'argent pour manger? Ou est-ce que sa priorité, c'est en fait d'accéder à un bien-être social?
Et donc, ces questions-là, elles nous permettent aussi de se dire, peut-être qu'en fait, si cette personne, sa priorité aujourd'hui, c'est de manger, elle m'exprime quand même une douleur. Ça n'empêche pas, notre priorité peut être de manger, mais ça n'empêche pas qu'on puisse ressentir des douleurs. Mais peut-être que je vais l'aider d'abord à trouver à manger, alors indirectement, mais ça peut juste être imprimer des adresses de Restos du Cœur. Hein. Ça peut être aussi ça, d'aider la personne, avant de lui faire une prescription ou avant de l'orienter vers un réseau. Et donc, ah oui, le rien. Alors, je ne sais pas si c'est ma patientèle ou spécifique aux populations que je rencontre, mais le mot rien, je trouve qu'il revient très, 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 très souvent. Il n'y a rien. On m'a dit que j'avais rien. Sur la radio, il n'y a rien. Et comment dire, la dysfonction versus la maladie. Et du coup, il y a vraiment, je trouve, un enjeu hyper important entre la reconnaissance et la légitimité de la douleur. C'est-à-dire que quand des patients arrivent et me disent il n'y a rien et on m'a dit que de toute façon, j'avais rien ou que c'était dans ma tête, je questionne la façon dont ils l'ont vécu. Et je me dis, mais pour ces gens-là, peut-être qu'ils se sont jamais autorisés à exprimer leur douleur avant. En fait, on leur explique qu'il n'y a rien et qu'en fait, ils ne sont pas légitimes et que, en fait, il faudrait juste qu'ils arrêtent de se plaindre. Bien sûr, du coup, face à ça, il ne faut pas être seul, mais je pense qu'il ne faut pas être seul face à un patient en situation de précarité et ou avec des douleurs chroniques. Ça, c'est certain. Et donc, il faut tout de suite envisager une prise en charge pluriprofessionnelle. Évidemment, questionner la souffrance au travail et des conditions de travail difficiles. Là, je pense, pareil, il y a des patientes à qui j'essaye de parler de l'activité physique et qui, en fait, vont faire des ménages de 4 à 6 heures du matin à l'autre bout de Paris et qui reviennent chez elles et qui repartent pour en faire de 15 à 18. Et en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Et du coup, c'est important aussi de questionner ça et de pouvoir les orienter. Alors, moi, j'essaye de faire le lien avec le médecin du travail, mais on sait combien c'est difficile, hein, quelle que soit la situation sociale des patients. La directe, ça peut... Enfin, il y en a... C'est départemental. Ça permet de répondre aux questions des patients, notamment quand il y a du harcèlement ou des situations de conflit au travail. Et il y a des permanences juridiques qui existent. Il y a les plateformes d'accès au droit. Il y a plein de permanences juridiques en Ile-de-France. On est vraiment un territoire très riche. Encore et toujours, ça c'est certain, dépister les violences, notamment sexuelles et conjugales. En fait, j'ai mis tout ça par rapport à la diapo, ça prend beaucoup de place. Et encore, je pense que j'ai mis une infime partie de toutes les études qui montrent les liens entre les violences et la douleur chronique. Et je pense que c'est important à questionner. Alors, je ne suis pas en train de dire que la douleur chronique, la précarité et les violences, c'est lié intrinsèquement. C'est plutôt qu'on sait que les violences, bien sûr, elles ont un impact non seulement sur l'état de santé mentale et psychique et physique de la personne, mais elles entraînent bien évidemment des situations de précarité incroyables. Et donc, je pense que c'est toujours important de questionner les violences. Et donc, les violences peuvent être à l'origine de douleurs chroniques. Là, dans les références que j'ai mis, on parle de fibromyalgie, d'endométriose, de céphalée et plein d'autres. Et je laisserai mes collègues en parler plus tard dans la journée. Et donc, bien évidemment, le psychotraumatisme, alors dans les situations d'exil et puis dans les situations pas d'exil aussi. Donc, on est très riche en Ile-de-France. Moi, j'adore les associations. Donc, il y a le réseau, mais il y a aussi des associations... comment dire, qui sont pas forcément orientées douleurs chroniques, mais qui, par exemple, vont travailler autour des violences. Et dans ces lieux, il va y avoir de la médiation socioculturelle ou sanitaire, et il va y avoir parfois des suivis psychologiques qui sont proposés et des ateliers d'activité physique. Et donc, c'est... en fait, en général, les personnes, elles pourraient... Elles peuvent solliciter ces associations assez facilement. Donc pareil, les services hospitaliers, ils sont souvent riches. Ils peuvent proposer des choses. Il y a aussi les demandes d'aide exceptionnelle à la Sécu. Ça peut être intéressant pour
pour les suivis psychologiques et pour les thérapies complémentaires aussi, pour les TENS, etc. Et puis, il faut accepter l'échec, je crois. Il faut accepter que la temporalité du patient et la temporalité de la douleur chronique, ce ne soit pas la même que la nôtre. Et Touraine le disait très bien, hein, dans des contraintes sociales très fortes, les individus, en fait, ils gardent une part de liberté d'action. Et donc, c'est pas parce qu'on fait très bien notre travail et qu'on leur propose l'accompagnement adapté qu'ils vont forcément aller dans ce sens-là. Et l'autre jour, j'ai entendu parler du Kairos. Je crois que c'est quelque chose qui est partagé au réseau. Et moi, j'ai trouvé ça très beau. Peut-être qu'on n'est pas rendu à ce moment-là pour plusieurs de nos patients. Et il faut l'accepter. Et voilà. Et donc, quelques petits messages. Et Toby Nathan nous rappelle qu'il faut toujours rester positif et soigner les gens sans les juger et en toujours faisant le pari de leur richesse et de leur intelligence. J'ai terminé. Merci beaucoup.